chef du commando, fait la reconnaissance, il s'aperçoit que c'est un piège. S'il n'y a pas d'équipage dans l'avion, ils ne vont jamais décoller, c'était sûr. La solitude du chef, c'est de voir vos gars qui transpirent, qui sont crevés, qui n'ont pas mangé, pas bu, pas dormir depuis 24 heures, et sous le cagnard, dont vous sentez qu'il commence à... Quand un de vos gars vous dit « même Dieu est contre nous », et que vous découvrez d'un coup qu'il croit en Dieu, donc vous n'êtes pas à l'aise, hein, et vous êtes obligé de fermer votre gueule. Si vous deviez poser ce genre de questions, c'est avant qu'il fallait se les poser, pas maintenant. Mais expliquer la mission, on peut très bien l'expliquer, mais si on n'a pas choisi la bonne personne, ça sert à rien. Si en plus la bonne personne, on l'a pas formée, ça sort encore moins. Mais si en plus on lui a pas donné les outils, peu importe, intellectuels, techniques, pour résoudre cette mission, eh ben on va à l'échec absolu. Et c'est valable partout, ce triptyque. À la fin de cette opération catastrophique, 3 preneurs d'otages vivants qui se rendront, mais au bout de plus d'1 heure. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Néologisme. Et aujourd'hui, j'ai pas un invité, mais 2 invités. Aujourd'hui, je suis un grand enfant. J'ai 2 personnes exceptionnelles avec moi qui ont innové pour la France. Un, c'était le early adopter. Il a créé quelque chose pour répondre à une problématique donnée qui n'existait absolument pas. Le deuxième, il a mis sa carrière de côté et a créé une entreprise dans le monde technologique où il n'y connaissait strictement rien. Aujourd'hui, je reçois Christian Proutot. Bienvenue. Bienvenue, bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà. Mais avec grand plaisir. Christian Proutot, fondateur du GIGN, créateur du GSPR. Et de l'autre côté, à ma droite, Thierry Osco, mon acolyte de tous les jours. Bienvenue à toi. Bonjour Naoval. Donc aujourd'hui, ma première question, Christian, c'est de comprendre comment vous avez fait pour créer cette machine qui aujourd'hui est le GIGN à une époque où en fait ça n'existait pas. Alors en fait, comme toujours, c'est le besoin qui crée les choses. Hein. La nécessité crée un besoin et ce besoin amène à se poser des questions. Moi, j'étais un futur jeune gendarme. Quand mon papa était lui-même gendarme, officier de gendarmerie, donc ça laisse un peu des traces de vie dans une caserne. Et j'ai vécu 2 événements, un en tant que fils de gendarme et un en tant qu'élève gendarme, futur gendarme, moi-même, en école des officiers à Melun. Parce que ces 2 événements ont troublé le corps dans lequel je voulais rentrer, qui était la gendarmerie. Alors, ayant grandi dans une caserne, auprès de mon papa, j'ai été très sensible à tout ce qui concernait, bien sûr, à la fois son métier, mais également son environnement. Et un de ses camarades de promotion, qui s'appelait Cardaillac, qui était avec lui dans sa promotion à Melun, a eu à gérer une des premières grosses affaires de prise d'otages médiatisées en France, mais de type familial, donc un père qui prend ses enfants en otage. Et on dit à Cardaillac, qui était commandant de compagnie à Cestas, en 1969, on lui dit, sous la pression des autorités, des médias et tout, allez à l'assaut, il faut faire arrêter ça. Lui, qui connaissait un peu la situation, s'oppose à ça. Et on lui dit, mais un père ne tue pas ses enfants, donc allez-y. Donc, à partir de certitudes imbéciles, on envoie cet officier, en plus avec des half-tracks, donc tout ce qu'il fallait pour donner le sentiment que c'était la guerre à un pauvre type qui était pas content du fait de la décision de justice auquel on avait retiré ses enfants, et surtout avec une problématique que l'on connaît maintenant beaucoup mieux, mais qu'à l'époque on n'essayait pas trop d'apprécier, qui est toute la problématique autour des suicidaires, qui est un même schéma que l'on retrouve d'ailleurs dans le terrorisme, c'est-à-dire ces gens qui, à un moment, n'ayant plus ce respect de sa propre vie, puisque c'est le principe même du suicidaire, la vie des autres, bien évidemment, elle n'a pas beaucoup d'importance. Et il avait dit cette phrase terrible, « Si je vois un seul képi, si vous essayez de venir, vous entendrez 3 coups de feu, 2 pour mes enfants, 1 pour moi. »
à l'assaut, en avant, force doit rester à la loi, boum, ils sont allés, 3 coups de feu, l'irréparable est produit, et Cardaillac, que j'avais connu, moi, j'étais tout jeune quand mon père était à Melun, mais j'avais parfaitement le souvenir, on est en 69, je suis né en 44, donc papa était en 52 à Melun, donc je me souviens très bien de cet officier, et ça a foutu sa vie en l'air. Ça m'a suffisamment impacté pour que, en ayant ce parcours qui devait me conduire à être officier de gendarmerie, en sortant de l'ENIA, qui est la petite école, alors que mon camarade lui a fait la grande école, la petite école des officiers de Saint-Cyr, à Saint-Cyr-Coët-Quinan, pardon, j'avais tout un programme pour, après être sorti de cette école, prétendre à pouvoir rejoindre la gendarmerie. Je rejoins la gendarmerie en 71, et en 71, il y a une autre affaire qui se produit, qui est l'affaire Clairvaux. Alors, juste une petite chose, je crois qu'on a, alors certains appellent ça le destin, moi je crois pas au hasard, hein, mais je crois qu'à un moment, des choses s'inscrivent dans votre vie qui vous donnent, sans que vous en rendiez compte, le fait par exemple avec l'atavisme, d'avoir un père qui fait ci, ou quelqu'un qui vous impacte qui fait ça, qui, sans que vous en rendiez complètement compte, vous marque et commence déjà à vous façonner. Et me retrouvant dans cette école à Melun, on avait un officier qui faisait toute la formation polyjudiciaire, situation particulière, qui était un capitaine au demeurant brillant, un bel officier. Et on a, pendant cette année où nous sommes à Melun, 71-72, on a une affaire terrible, qui est l'affaire de Clairvaux. Deuxième prise d'otage, où on envoie des pauvres gendarmes d'un escadron aller chercher 2 récidivistes, qu'on appelait les perpètes à l'époque, de condamnés pour des peines très graves, qui s'appelaient Buffet et Bontemps, qui avaient fait une prise d'otage dans cette prison. On envoie un escadron de gendarmerie aller chercher des types qui avaient eu les clés de la prison et s'étaient enfermés dans la prison. Oui. Donc, pour rentrer dans une prison dont on n'a pas les clés, prison qui est faite pour pouvoir en sortir... Bah oui, donc rentrer, c'est la même difficulté. Y rentrer, il faut utiliser des moyens dits spéciaux, qui sont en général simples. On fait sauter la porte. De l'explosif, ouais. Mauvaise manipulation, mauvais entraînement pour l'ouverture de ce coffre-fort inversé, pour atteindre l'endroit où étaient retranchés les 2 preneurs d'otages. Et c'est là où le détail, c'est le détail le plus important. Il y avait un gardien de prison, jusque-là, je dirais tout à fait normal, mais il s'était retranché dans un endroit qui est à la fois infirmerie, mais une réflexion où les types qui ont des problèmes rencontraient une assistante sociale. Donc ils avaient pris l'assistante sociale dans l'infirmerie de la prison en otage. Et analyse des autorités, force doit rester à la loi, certitude absolue, ils avaient une espèce de petit couteau bricolé. Un homme n'égorge pas de sang-froid une femme. Ben voyons. Et ils se sont dit, vous pouvez y aller. Or, dans ce métier, dans notre métier, il y a un ennemi que l'on ne peut pas vraiment gérer, que l'on essaye de gérer, qui est le temps. Donc, plus on va vite, plus on a de chances de réussir. Et l'exécution, quand vous avez des types qui doivent rentrer avec plusieurs portes qui savent à peine ouvrir, qu'ils utilisent de l'explosif ou trop ou pas assez, trop ça les souffle, pas assez ça ouvre pas, donc il faut en remettre. Il a fallu presque 12 minutes pour atteindre le lieu de la prise d'otage. C'est énorme. Et le temps qu'ils arrivent, l'irrémédiable s'était produit. Ils avaient bien sûr égorgé avec ce couteau bricolé, donc il faut quand même en vouloir, hein. Ils avaient égorgé le gardien de prison et ils avaient égorgé également, contrairement aux certitudes imbéciles, la femme. En plus, c'est une affaire qui a c'est un double drame, parce qu'on ne pourra jamais déterminer
qui, de Buffet et de Bontemps, avait assassiné ces 2 personnes. Les 2 se renvoyant la balle, mais une chose était à peu près sûre, c'est qu'il n'y en avait qu'un qui les avait tués. D'accord. Et dans le doute, ils ont guillotiné les 2. C'est ce qui a d'ailleurs amené Badinter, dont on connaît le nom même à travers cette affaire, qui a essayé de dire que le doute devait profiter aux 2 accusés, on devrait les remettre à perpète. Malgré tout, le tribunal n'a pas suivi et ils ont été tous les 2 guillotinés. Donc c'est sûr, on en a guillotiné un qui n'était que complice d'une prise d'otage. Ça, c'est une réflexion plutôt personnelle sur la notion de peine de mort que je trouve détestable, mais également sur les mesures que l'on doit prendre quand on fait quelque chose, sur la manière dont on doit agir. Je me retrouve donc en cours, en ayant eu cette affaire. À la fin d'un cours, comme ça arrive, le professeur demande, le fameux capitaine, « Quelqu'un a-t-il une question à poser ?» Et bien évidemment, tous vos copains vous regardent de travers, parce que c'est midi, c'est l'heure de la bouffe. Proutot va encore poser une question idiote, donc je lève le doigt, on voudra les manger. Donc je sens le poids de l'opprobre de mes camarades. Et le capitaine me dit, bon, quelle est votre question, Proutot ? Je dis, mais écoutez, si on nous a parlé de beaucoup de choses au niveau de la police judiciaire, des missions que l'on risque de rencontrer, mais on ne nous a pas parlé de 2 affaires quand même que je trouve majeures, dont une récente, affaire de prise d'otage des enfants avec Acesta, c'est l'affaire Buffet et Bontemps. Et il me dit cette phrase incroyable qui vous amène à vous poser des questions quand même. Oh, Proutot, vous et vos questions, vous ferez preuve de discernement. Ah oui. Je venais de découvrir tout d'un coup qu'il y avait dans l'actif de nos moyens opérationnels un élément qui me paraissait, ne serait-ce que par rapport aux Français élémentaires, même si on n'a pas fait une licence de lettres, que le discernement avait un intérêt dans la manière d'agir, mais ne permettait pas d'agir. Ça permet juste de réfléchir un peu, voilà, d'avoir une espèce d'approche. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je n'ai pas eu la réponse à ma question. Et on en revient à ce cheminement qui vous conduit là où vous devez aller. Je me retrouve jeune lieutenant dans un escadron de gendarmerie à Saint-Denis, au moment des Jeux Olympiques. Je sors de Melun en 72, je rejoins mon escadron en juillet 72, et le 4 septembre 72, la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich se produit. Un commando du FPLP, 8 preneurs d'otages, prennent 11 otages israéliens pour faire parler de la cause palestinienne, en espérant qu'il se passerait ce qui se passait à chaque fois, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une prise d'otage, on disait oui, on vous a entendu, on vous a écouté. Ouais, parce que je vous coupe Christian, mais c'était la mode à l'époque, c'est-à-dire que, pour rappel, ceux qui étaient qui sont un peu moins jeunes, il y avait 80 détournements d'avions, je crois. Il y avait dans les détournements d'avions entre 60 et 80 par an. C'était énorme, ouais. Voilà. Mais surtout, ce type de prise d'otage, qui était relativement nouveau, mais pas complètement, était une prise d'otage qui avait pour but d'utiliser la médiatisation d'un événement. Et cette médiatisation, les Jeux Olympiques étaient le plus bel exemple, puisque c'était la première fois, ou la deuxième, je crois, que les Jeux Olympiques étaient rediffusés en mondiovision. Donc, quelle tribune pour parler d'une cause politique. Alors moi, je ne juge pas le mode d'emploi. Hein. Je dis, bon, les gens, ils veulent faire parler d'eux, donc ils utilisent la prise d'otage. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la prise d'otage ouverte, en opposition à la prise d'otage fermée, celle, par exemple, comme ça s'est passé avec le Hamas à Gaza, où les gens sont enfermés, on ne sait pas trop où, et faire une opération pour libérer des otages si on ne connaît pas l'endroit, c'est relativement compliqué. Donc là, la prise d'otage ouverte a pour but, donc, avec les otages servant de bouclier et servant pour le happening, pour
montrer que les gens sont sérieux et qu'ils vont faire quelque chose, a pour but d'attirer l'attention sur un événement, tout en maintenant, avec les otages, les innocents comme bouclier, la possibilité d'obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire, après avoir fait parler de ça, partir. Les autorités allemandes voulaient les laisser partir, et Madame Golda Meir, première ministre d'Israël, dit « il n'en est pas question, débrouillez-vous comme vous voulez, ils ne doivent pas partir ». Dans la négociation, on fait croire aux commandos qu'ils vont partir, donc ils demandent 2 hélicoptères pour se rendre à l'aéroport de Munich, où les attendait un avion censé les amener en Libye, et tout se passe comme si c'était comme d'habitude, on va partir. Et là, je ferai juste 2 observations. Je trouve qu'il y a une question qu'on ne s'est jamais posée sur les Jeux Olympiques de Munich, et cet échec retentissant qui va tout déclencher pour nous et pour moi en particulier, mais qui pose quand même une question. Comment se fait-il que des autorités politiques aient accepté de mener une opération dans laquelle ils engageaient, bien sûr, avant tout, la vie des otages, mais également une situation politique qui était connue, réelle, qui est le problème de la Palestine, sachant très bien qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Donc la responsabilité de la prise de décision, elle n'a jamais été abordée, mais j'en profite pour dire que moi, je trouve criminel d'avoir envoyé des Allemands, dont je vais parler dans une minute, parce que ça explique toute la réflexion que je vais pouvoir mener par la suite, savoir tirer d'un échec le côté positif de l'échec, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça a eu un prix, cette opération. Et c'est pour ça que je voulais souligner l'aspect politique et la responsabilité des politiques dans cette histoire. Donc, ils décident de monter cette opération, je vais la faire courte, même si je suis relativement long, mais qui explique beaucoup de choses pour l'échec en lui-même. Ils décident ils se disent, bon voilà, on va mettre l'avion, ils vont arriver en hélicoptère, donc ils vont garder les otages, mais ils vont faire une reconnaissance de l'avion, pour voir s'il n'y a pas de piège, et il y aura donc une division du groupe. Les 8 vont être divisés. Et même si on n'a pas fait GIGN plus 10, ou plus 50 vu l'âge du groupe, ils décident de mettre 5 tireurs d'élite pour l'équipe au sol. Alors, déjà, même, je redis, sans avoir été GIGN plus 10, si on veut tirer sur 8 preneurs d'otages, 5 fusils, c'est un peu court. Premier aspect. Et ils décident de mettre un commando, entre guillemets, déguisé en pilote, en stew, dans l'avion, lequel commando intercepterait la partie faisant la reco et les autres étant chargés de descendre le reste de l'équipe. Ne sachant pas au départ combien il serait, s'il n'y en aurait que 2 qui feraient la reco. Ouais. Avec un détail qui tue, c'est que le chef du commando a un chapeau blanc. Alors, on en a fait des opérations, mais avoir des détails qui vous permettent de voir celui qui est le meneur, à ce point-là, on n'avait jamais eu. Or, l'information ne circulera pas. Ça a son importance. Et ils choisissent les tireurs d'élite. Qui sait se servir d'un fusil authentique, ça m'a été raconté par la police allemande de Munich. Il y en a 3 qui disent moi je fais de la chasse et tout. C'est pas vrai, ça a été sur du déclaratif comme ça. Absolument. Et 2 autres qui disent mais moi je suis dans un club de tir. Voilà. Bon, vous êtes d'accord? Ouais, bon, on vient. On leur file un HK, je ne sais plus quel modèle, qui est une arme d'assaut, avec une lunette. Nous, dans notre jargon, un fusil d'assaut, c'est un arrosoir. Donc, c'est pas fait pour travail de tireur d'élite. Tireur d'élite, au GIGN, c'est la tasse à café à 200 mètres. Enfin, l'expresso, petite tasse à café. D'accord, ok. À 200 mètres. Mais
cette précision est importante. Pourquoi ? Parce que, les otages peuvent être pas très loin, et les balles perdues, ça n'existe pas. Hein. C'est un jargon qui arrange tout le monde, la balle perdue. Mais ça va toujours quelque part. Donc, on se retrouve avec 5 pseudo-tireurs d'élite, armés de fusils d'assaut sur lesquels on a mis une lunette, et, pour faire un mauvais jeu de mots et détendre l'atmosphère, un arrosoir, puisque c'est comme ça que je vous disais qu'on qualifiait les armes d'assaut, vous mettez une lunette, c'est un arrosoir à lunettes. C'est pas un fusil tireur d'élite. Et fort de cet outillage, on revient au commando qui était à l'intérieur, enfin le commando cette fois-ci du bon côté de la police, et ils font eux un powwow, ils se réunissent, ils disent ouais, c'est dangereux ce qu'on nous demande, et ils décident de partir. C'est-à-dire de partir Mais de quitter. De quitter. Et donc il n'y avait plus dans l'avion le pseudo-équipage chargé d'accueillir la partie de la reconnaissance. Et on se retrouve donc face déjà à un élément important au niveau de la réflexion que vous pouvez avoir quand on va, ce qui va être mon cas, 1 an après vous confier une unité comme celle-là, et puis avoir fait 1 an dans un centre d'entraînement où j'avais été désigné comme instructeur. Donc tous les mois, on avait une formation commando dans le centre commando de la gendarmerie qui était à Étampes-Mont-Désir. Et où on recevait, ça avait été fait sous l'impulsion d'un capitaine de gendarmerie qui avait eu comme mission de muscler un peu les unités de gendarmerie mobile, parce que il y avait ce qu'on appelait à l'époque les casseurs, maintenant on appelle ça peu importe, toutes les équipes qui nous tombent dessus en fin de comète ou autre, et les Black Blocs, tout ce qu'on veut, mais ces équipes qui fichent le bazar à la fin des manifestations. Le maintien de l'ordre étant quelque chose de très codifié, avoir des équipes mobiles, c'était pas dans l'esprit du temps. Et il est décidé d'en faire, donc appelé équipe commando. Et on avait demandé aux plus jeunes officiers, dont moi qui sortais d'école, pour peu qu'on soit un peu physique, de venir dans ce centre. Et l'officier en question m'avait dit, on est on est à 4 mois après Munich, mais dans ma tête avec Clairvaux et Cestas. Et on faisait des opérations très figées, très militaires, que l'on appelle dans notre jargon la réduction de la résistance isolée. En gros, force doit rester à la loi, rendez-vous, et puis si ce des exercices collaboratifs. Voilà. La discussion, elle se faisait avec un porte-voix, un mégaphone et tout. J'en reviens à Munich, parce que il faut expliquer le pourquoi avant le comment. Et au moment où doit se faire cette opération, et que l'homme avec le chapeau blanc, chef du commando, fait la reconnaissance, il s'aperçoit que c'est un piège. S'il n'y a pas d'équipage dans l'avion, ils vont jamais décoller, c'était sûr. Il revient et se déclenche alors pour les tireurs d'élite qui se disent « ça y est, c'est à nous de jouer », sauf qu'ils étaient plus que 5 pour 8 types, aucune répartition des objectifs, 3 des tireurs dits d'élite étaient sur le tarmac, donc tirés à partir du sol, 2 autres dans une tour pseudo-contrôle, donc en tir fichant, enfin c'est des trucs techniques, mais et qui ont leur importance au niveau des ratés qui vont se produire. Et l'échange de coups de feu, au moment de l'ouverture du feu hasardeuse, puisque la répartition des objectifs n'étant pas faite, on retrouvera parmi les preneurs d'otages éliminés certains qui auront 3 balles quand d'autres n'en auront pas, puisqu'il restera, à la fin de cette opération catastrophique, 3 preneurs d'otages vivants qui se rendront, mais au bout de plus d'1 heure. Donc cet échange de coups de feu terrible a amené les Allemands à se dire « oh là là, il faut qu'on envoie des half-tracks avec des militaires ». Ils ont envoyé l'armée, et c'est quand ils se sont rendus compte que l'armée, jusqu'à présent,
les preneurs d'otages étant dans un hélicoptère, ils s'en étaient pas pris, les otages étant dans un hélicoptère, ils s'en étaient pas pris aux otages. Et au moment où ils se sont dit tout est perdu, ils ont jeté une grenade dans l'hélicoptère qui avait les otages, qui a pris feu. Voilà, une grenade incendiaire. Donc là, on arrive à ce moment-là où l'Europe est en crise. Ils se rendent compte qu'en fait, il va manquer des outils pour traiter ce type de problème. Alors, comment on en arrive à la genèse Alors, la genèse, moi, j'avais, je ne sais plus si c'est le cas actuellement, au bout d'un an en unité, les jeunes officiers, tout frais et moulus, comme disait l'autre, des écoles, devaient faire un rapport pour expliquer leur premier temps en tant qu'officier de gendarmerie, ce qu'ils en pensaient et tout. Moi, j'ai fait un petit mémoire sur la prise d'otage en disant que, à la lumière de Munich, ayant travaillé dans le centre d'entraînement commando que j'évoquais tout à l'heure, on n'était pas prêt. Mais pendant cette année de formation, j'avais mis en place, avec l'autorisation et la bénédiction même du capitaine Beau, qui commandait le centre, je lui avais dit, mon capitaine, c'est trop figé tout ça, est-ce qu'on peut pas faire des jeux de rôle, créer vraiment des situations et amener le personnel qui fait ce qu'on appelle dans notre jargon le plastron, qui joue le méchant et le bon. On va faire une négo, mettre en place une négo. Donc, avant, c'était force de rester à la loi, rendez-vous. Moi, je dis non, il faut pénétrer la crise, comprendre la crise. Il faut que ça se rapproche de la réalité. Savoir ce qui se passe dedans. Donc, il faut faire des exercices qui se rapprochent de la réalité. Créer des diversions. Il n'y avait pas de téléphone portable, mais il y avait des téléphones filaires. Un téléphone qui sonne, donc il faut qu'il réponde. Créer cette diversion pour créer l'élément le plus important par rapport à la menace que j'évoquais au début de notre entretien, le temps, que l'on maîtrise toujours très mal, créer pour la vitesse d'exécution l'élément qui permettra aux équipes d'action qui feront la dernière phase de l'opération d'avoir cet élément de surprise indispensable pour manœuvrer. Et je pense que cette année, parce que j'ai dû faire, il y a eu 5 périodes bloquées, j'ai donc renouvelé ça pendant cette année, ces 5 périodes bloquées, et quand le capitaine Beau a été désigné à partir de la réflexion que la gendarmerie menait, je ne le savais pas, j'étais jeune lieutenant, je n'étais pas du tout dans le secret, a mené une vraie réflexion, à la fois du côté d'une unité spéciale qui s'appelle l'escadron parachutiste de gendarmerie, mais qui était plutôt à vocation militaire et qui était à Mont-de-Marsan, et à travers son capitaine, et qui s'appelait Poupineau, a mené cette réflexion. Beau a pris l'ascendant au niveau de la région militaire d'Île-de-France, et on lui a demandé, vous en pensez quoi, si on crée une unité, qui est capable de créer cette unité? Et il a dit, j'en vois qu'un, c'est Proutot. Voilà l'histoire. D'accord. Comment je me suis retrouvé le 24 août 1973, convoqué par mon général, avec 3 questions qu'on se pose toujours quand on est convoqué par une autorité. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je vais avoir à faire? Voilà. Donc vous avez la réponse aux 3 questions. Le général m'a dit, voilà, Proutot, on m'a dit que c'était vous qui étiez le plus à même de créer cette unité, qui s'appelait pas encore GIGN. Mais alors, quand on vous donne cette mission-là, et on vous demande de créer quelque chose qui n'existe pas pour répondre à un problème qui existe, ok, vous l'avez analysé, comme vous l'avez dit, il y a eu cette causalité qui s'est construite petit à petit. Les premiers recrutements, vous faites comment? Alors, je reviens juste à la réflexion qui est valable pour les entreprises. Ouais, c'est exactement le même process, c'est impressionnant. Voilà. Et je le dis quand j'essaie de faire autre chose que de jouer mon Zorro. Je veux que les gens retiennent que dans le fond, il y a un triptyque qui est essentiel et qui est le même partout. Quand on doit faire quelque chose et que l'on désigne quelqu'un pour remplir une mission, il faut choisir la bonne personne. Mais avant tout, il faut que cette personne soit acquise à ce qu'on va lui demander. Et bien évidemment, dans les unités spéciales, il faut des volontaires. Sinon... quelqu'un qui veut. Ce qui était pas tout à fait le cas, je le rappelle, à Munich. Donc,
il faut des volontaires, il faut expliquer la mission à partir du moment où on a des volontaires, mais expliquer la mission, on peut très bien l'expliquer, mais si on n'a pas choisi la bonne personne, ça ne sert à rien. Si en plus la bonne personne, on ne l'a pas formée, ça sort encore moins. Mais si en plus on ne lui a pas donné les outils, peu importe, intellectuels, techniques, pour résoudre cette mission, eh ben, on va à l'échec absolu. Et c'est valable partout, ce triptyque. Donc, et comment vous faites pour détecter, parce que là, une entreprise, elle est à but lucratif, elle cherche à régler un problème en apportant une solution, mais elle ne risque pas sa vie. Là, vous mettez votre vie en jeu. Comment vous faites pour dire, OK, cette personne-là, elle va avoir ces qualités-là? Et aussi, la deuxième question, alors plus pour toi, Thierry, c'est les qualités que vous recherchiez à l'époque, est-ce que c'était toujours valable quelques dizaines d'années plus tard au sein du GIE? Mais déjà, la première question, c'est vous ne saviez pas que vous ne saviez pas encore. Non, mais le problème, c'est qu'on revient à la premier élément fondamental. Thierry a eu, comme moi, la mise en place de la sélection qui débute par volontaire. D'accord. Les gens qui viennent sont volontaires, ont dans leurs unités ce qu'on appelle les prestages, un peu comme on fait avec un CV dans une entreprise. On prévoit le type qui fait un CV pour venir dans une entreprise. Bien sûr, souvent, ils sont à la recherche de quelque chose, donc ils en font plusieurs. Avec l'avantage avec le GIGN, ou dans certaines entreprises, c'est qu'on a des gens qui savent pourquoi ils viennent. Parce qu'il existe quelque chose, qui n'était pas du tout de mon cas quand j'ai créé le groupe, bien évidemment. Ah oui. Mais c'est très rapidement, l'histoire a fait sens. Elle a expliqué aux gens ce qui les attendrait dans l'unité qui voulait rejoindre. Mais il y a le premier acte qui est important et qui est psychologiquement important pour celui qui recrute, pour celui qui les accepte, c'est le fait d'avoir des volontaires. Et des volontaires auxquels vous allez demander de vous donner ce qu'ils ont de plus cher, c'est le cas de nos unités, leur vie, ça vous engage. Ouais. C'est quelque chose qui vous transcende. Et vous avez une responsabilité énorme, mais qui engage aussi la vie des gens pour lesquels vous allez intervenir, les otages, mais également les preneurs d'otages. Parce qu'on n'est pas là pour être les exécuteurs des hautes œuvres, comme on disait avant pour ceux celui qui lâchait la corde de la guillotine, ou qu'on disait quand on utilisait la hache pour couper le cou. On n'est pas là pour être les exécuteurs des hautes œuvres. Si possible, il faut déférer devant la justice. On est en pays de droit. Oui, bien Donc, sûr, ouais. faire cesser la crise amène de la part de ceux qui doivent faire cesser cette crise l'acceptation d'un certain nombre de principes auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Ils voient encore plus maintenant qu'à l'époque des types habillés comme des Robocop. Maintenant, on leur cache le visage. Donc on ne sait plus... Oui, parce qu'à l'époque, vous aviez ni cagoule, ni gilet pare-balles. Enfin, on disait, comme on dit en rigolant, à poil. Oui, mais vraiment à poil, ouais. Voilà. Et la question, parce que quand on regarde... maintenant, on voit l'institution que c'est devenu. C'est même devenu une marque puissante. Les gens achètent des t-shirts GIGN. Oui. Donc c'est vraiment... les valeurs transmises, elles sont restées de vous jusqu'au dernier commandant. Ça n'a pas bougé. On sent toujours les mêmes valeurs. Ça paraît simple à la création quand vous l'avez fait. Vous avez eu des bâtons dans les roues?